Ma particularité, c'est de vendre rien du tout, puisque le CESIP n'a pas comme objectif d'être un prestataire de produits ni de services, mais d'avoir une réflexion sur justement l'évolution du data center dans ce que nous constatons en France. Comme vous l'avez entendu ce matin, un des vrais soucis de tout opérateur de data center, c'est de maintenir sa compétitivité. Dans sa compétitivité, il y a un certain nombre d'éléments d'acquisition et autres, l'énergie en étant une. Mais là, on va parler donc d'une autre particularité, qui est donc une compétitivité liée à la productivité des éléments donc, qui le concernent. Alors, ça peut être soit pour un hébergement, soit pour les opérations complètes d'un data center en pleine propriété, où on a de l'IT et du data center en physique. Cette présentation n'a pas pour objectif de faire plaisir à qui que ce soit, parce que vous verrez, le constat n'est pas terrible à la fin. Donc il faut en faire justement cette réalité et puis de se positionner sur les axes de progrès que l'on souhaiterait mettre en œuvre pour changer ça. Ma particularité, c'est que je ne suis pas du tout un informaticien, je suis un ingénieur de prod, dans le sens vrai de la prod, construire de la voiture, produire de la voiture, construire de l'avion, sortir de l'avion, n'importe quel produit. Et je suis rentré dans le monde du data center par l'opportunité de géographie et que je fais des constats à travers le CESIP et dans des consultances sur ce sujet-là. L'informatique, vous le savez tous, c'est une industrie qui ne se positionnait pas comme une industrie, c'était un élément interne d'entreprise pour améliorer l'efficacité de certains services internes qui sont essentiellement la finance ou d'autres éléments d'analyse à l'origine et qui récemment, avec effectivement le déploiement d'Internet, est devenue une entreprise de production au regard de personnes qui ne le connaissaient pas. Si l'on regarde cette historique, on s'aperçoit que cette mise en volume de l'informatique est très récente. Et donc par là, cette connaissance de la production du volume est aussi extrêmement récente. Et pour s'adapter, il faut toujours un peu de temps. Il n'y a pas de culpabilité directe, il y a simplement une compréhension, comme je dis à l'origine, de savoir qu'il y a une transformation réalisée parce que nous sommes entrés dans une industrie qui va produire en volume. Vous les voyez, ceux qui produisent en volume, c'est Amazon, c'est Google, c'est Facebook, et ceux-là ont établi des moyens industriels que nous ne connaissons pas, parce qu'ils se gardent secrets, et n'en font pas des produits ou des connaissances qu'ils distribuent à l'extérieur. C'est de la propriété interne. On parle souvent du data center comme une unité construite, c'est-à-dire sur lequel on a un bâtiment et des infrastructures techniques. La plupart de la journée a été adressée sur justement cette construction, mais néanmoins, celle-ci ne dure que 1, 2 ans, et si vous l'avez en modularité, comme beaucoup vous l'ont présenté, vous l'aurez bientôt en 3 mois. Ces 3 mois ne sont qu'une période sur laquelle va se poser une production de 10, 15, 20 ans au regard de ces installations techniques. Et quand on regarde qui est en charge donc, de cette production, eh bien on trouve de n'importe qui et de n'importe quoi, c'est-à-dire pas des gens qui n'ont pas de bonne volonté, mais simplement des gens qui ne sont pas formés à la production. Ce sont des informaticiens, ce sont des gens de réseau, ce sont des gens qui ont une compétence technique et auxquels on a demandé de s'occuper des opérations du data center. Au regard de cela, justement, n'ayant pas de formation industrielle, comme un GATSA là par exemple, dans lequel on étudie un certain nombre d'éléments que sont les bureaux des méthodes, mettre en place des processus, mettre de la rigueur et des services qualité, eh bien ces gens-là n'ont pas cette couche d'éducation. Et donc on constate que les data centers sont opérés par de la bonne volonté. Et je ne les critique pas, c'est simplement qu'on les a obligés à le faire et que personne d'autre, aujourd'hui, n'a pris ces postes-là dans un vrai critère d'industrialisation. Et on trouve ça, c'est-à-dire, encore ceux-là sont proches, je n'ai pas pris des catastrophes comme vous en trouvez un certain nombre, donc on monte des machines dans les salles, on s'installe pour faire des évolutions logicielles et software dans les salles. Si j'étais industriel, ça c'est absolument interdit, c'est du bricolage. Et pourtant, 90 voire 100% des data centers sont opérés comme cela aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas facile. Je veux tirer sur personne. L'informatique, c'est complexe. Il y a énormément de métiers qui s'inscrivent dans le data center pour réaliser la production informatique. Et par là, il faut un nombre de compétences relativement élevé pour pouvoir avoir l'ensemble de la couverture de la production
la production étant à la fois sur les plateformes IT, c'est-à-dire le matériel informatique, et aussi sur le data center en tant que bâtiment. Et donc par là, il y a des choses à réfléchir, hein, en sachant, comme tout le monde l'a dit, la haute disponibilité reste essentielle, hein, mais derrière, tout ce qui va se passer, c'est que l'ajout et du retrait de machines informatiques, de l'évolution, tout ça dans un cadre effectivement multimédia. Pourtant, l'intention est simple. C'est pas compliqué l'objectif. C'est effectivement garantir la haute disponibilité, parce que ce sont des services 24/24, 365. Aujourd'hui, c'est quasi, je dirais, un élément non discutable, exiché. C'est traiter une capacité de production, ce qui est normal. Est-ce que je produis 100 voitures jour ou 200 voitures jour au regard du besoin du marché et de la réussite de mon modèle? Donc il y a une capacité de production de l'informatique au regard du nombre d'utilisateurs qui vont se connecter, et puis des performances intrinsèques de cette production-là au regard des éléments de consommation. Tout le monde parle de l'énergie, j'en suis bien d'accord, mais la consommation première et la performance première, c'est lié à l'IT. L'IT est ce qu'il est bien positionné en tant que système hardware, système middleware, pour tirer la bonne performance et justement consommer le moins et avoir associé un data center qui lui propose l'ensemble des bonnes ressources, elle aussi étant tant que sur les bonnes performances, là essentiellement énergétiques. Mais on oublie trop souvent que la première des performances, c'est celle qui est proposée sur l'informatique. Tout ça dans un cadre structurant qu'on appelle une gouvernance et les processus. Et à chaque fois que je visite un client, je lui demande son principe de gouvernance, c'est-à-dire ce qu'il organise, qui il a donné en mission certaines choses, et comment il utilise une rigueur d'exploitation via des processus. Donc j'ai un gentil grand blanc, hein, donc soit je m'en vais, soit on discute. Voilà. Et en général, en discutant, on peut arriver effectivement à établir certaines choses qui après sur un plan de transformation et d'industrialisation, qui sont aujourd'hui donc des choses qui peuvent se faire. Ce qui est aussi important là-dedans, c'est de positionner ce qu'on appelle un PAQ, hein, un plan d'assurance qualité. Le plan d'assurance qualité, ce n'est pas le plan qualité. C'est pas là où on fait du Six Sigma ou des choses comme ça, et on regarde la statistique qui donc sort de métrologies diverses, hein, pour déterminer donc une valeur. Le plan d'assurance qualité, c'est justement dans le cadre d'une gouvernance, l'organisation, les métiers, les SLA, et sur les SLA, donc la conformité des indicateurs. Si on n'a pas ça, c'est là qu'on est en train de rouler, sans avoir le compteur de vitesse, sans avoir le contour qui est présent, sans savoir où on va. Hein, et la plupart des data centers opèrent comme cela. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je consomme, je ne connais pas ma performance, mais j'y vais. Point. Tant que ça n'a pas de critères de compétitivité, tout cela, tant que c'est effectivement un coût pour lequel les DSI financent, hein, eh bien, finançons. Demain, après-demain, il y a une véritable compétitivité qui va se mettre entre ces groupes. Et si nous, en France, nous n'avons pas cette notion d'industrialisation, donc de mise en compétitivité, hein, tous les avantages discutés ce matin disparaîtront par notre incapacité à produire en volume et à bas coût de l'informatique, que ce soit du cloud ou autre, hein, ça sont des technologies, hein, de service par rapport aux utilisateurs, mais la production informatique sera mal faite. Pourquoi c'est comme ça? Comme on l'a dit tout au début, simplement le développement des métiers applicatifs est fait par la DSI, et qu'une fois que la DSI a, je dirais, développé l'ensemble de ces métiers, eh bien, elle les met immédiatement en production, c'est-à-dire qu'elle va les faire s'installer sur un ensemble de serveurs au regard de data centers et d'infrastructures réseau qui vont déployer cette puissance de production. De dire que tout ça, ça a été volumétriquement calculé, mis dans un CAPA-plan qui donc structure effectivement les bons coûts au regard des bonnes qualités de l'ensemble des infrastructures, c'est un grand hasard quand ça fonctionne bien. Heureusement qu'aujourd'hui, comme je le dis, il y a du surinvestissement et que c'est grâce à ce surinvestissement, donc ces surcoûts, que ça fonctionne. Si on regarde ce que c'est qu'une industrialisation, c'est pas compliqué, c'est comment produire en volume à une qualité définie et constante. C'est un fondamental de toutes les productions du monde, quelle qu'elle soit, métallurgie, mécanique, fourniture de biens de consommation, hein, qui peuvent être même la partie agroalimentaire. Quand vous posez la question à un DSI de ce que c'est que son industrialisation de sa production informatique, il est incapable de vous expliquer effectivement qu'il a une obligation de volume et qu'il a une obligation de qualité. Pour lui, sa qualité, c'est sa disponibilité. Non, la disponibilité, c'est un critère qui lui permet donc d'assurer l'engagement de service qu'il a, et ce n'est pas une industrialisation.
C'est pas jeune l'industrialisation. Hein. Personne connue, hein, Ford a inventé via le taylorisme ce que c'est que l'industrialisation, avec comme objectif justement de produire en volume sur des bases de qualité connues un produit bien attendu sur le marché. La Ford T1 a été donc, le premier travail d'ingénierie d'industrialisation par Ford qui a fait le succès et la mise en place d'une vraie production industrielle de l'automobile. Nous devons notre chapeau à Ford au regard de ça et qui fait aujourd'hui l'ensemble des industrialisations du monde. Aujourd'hui, la même voiture, comme l'informatique, est passée sur des biens de production totalement robotisés. Et aujourd'hui, vous rentrez dans une usine de fabrication automobile, comme dans un data center, il n'y a personne. L'ensemble des éléments de processus se font par un ensemble de robots. Là, ce sont des bras articulés, des systèmes d'assemblage qui nous paraissent très mécaniques, mais quand on regarde un data center, au sein des serveurs se font un certain nombre de choses que l'on va robotiser par effectivement les applications, comme le VMware vous avez mis un robot de mise en place des sessions VM. Ce n'est pas différent d'une session de construction automobile. Donc soyons intelligents à regarder ce qu'ont fait les autres dans le principe d'industrialisation. Comme je vous l'ai dit, pas connu par l'IT. Donc, simplement admettre que l'industrie numérique a besoin de centres de production et que ces centres de production, pour être compétitifs, ils seront industrialisés par ceux qui les mettront en œuvre. Une fois qu'on a compris ça, on s'aperçoit qu'on a un chantier devant nous pour réaliser effectivement l'industrialisation des data centers et donc établir une compétitivité. Donc là, j'explique un petit peu pour ceux qui voudront lire les diapositives, pour vous faire perdre de temps dans la lecture de ça. Il y a une ingénierie d'industrialisation. Beaucoup d'ingénieurs, dans aucun cas les ingénieurs informatiques, sont éduqués là-dessus, et que par là, il n'y a pas quelque chose à créer. Il y a simplement à adapter cette industrialisation à la particularité de la production de l'informatique et d'une production du numérique. Il n'y a pas à réinventer un ensemble de méthodes et de processus, ça existe. Qui connaît le toyotisme, par exemple. J'ai entendu parler. Méthode de travail qui a été la suivante du taylorisme. C'est très intéressant de regarder l'ensemble de ces benchmarks des industries. On apprend effectivement comment ces industries évoluent pour rester compétitives. On regarde une diapo précédente où ça avait été, je dirais, très simplifié. Quand on regarde une diapositive où nous aurions une industrialisation, mais on s'aperçoit que la DSI, en tant qu'ingénierie de développement d'applications métiers, va passer par des phases de test avant d'arriver effectivement à une mise en production vraiment dans le data center, et que cette mise en production, elle est prise par un product engineering. C'est comme ça que ça s'appelle dans l'industrialisation. Ce product engineering, c'est l'équipe d'ingénierie qui va mettre en production, en volume, en fonction de critères économiques, en fonction de spécifications techniques, l'ensemble de l'IT dans une production de masse, aussi simplement que ça. Et cette production-là, elle est auditée en permanence par un service qualité qui regarde effectivement si l'ensemble des engagements de cette production sont conformes au PAQ, c'est-à-dire sont conformes à l'ensemble des objectifs que l'entreprise a dans la production de son informatique. C'est tellement évident que je suis toujours un peu choqué, effectivement, de ne rien voir de cela dans aucun des centres de production que je vais visiter. Alors, en France, on a un deuxième défaut, c'est qu'on est issu d'une histoire colbertiste. C'est-à-dire que nous sommes habitués à ce que les grandes entreprises, étatisées pour la plupart à cette époque-là, aient conduit l'ensemble de la transformation industrielle de la France. Ces grandes entreprises étaient à l'époque France Télécom, Renault, et ainsi de suite. Airbus est né de la culture de colbertisme, qui est donc la particularité de la France. Et donc par là, l'ensemble du tissu industriel français ne se botte pas derrière pour justement être compétitif. De ce fait, vous constatez aujourd'hui une désindustrialisation de la France. Ce n'est pas la mondialisation, c'est simplement un maintien de la compétitivité. Savoir-faire pour pouvoir produire ce volume à la bonne qualité au bon prix. Nous n'avons pas, et nous ne sommes pas aujourd'hui, bons là-dedans. Si effectivement nous faisons cela, et nous continuons cela, eh bien les data centers n'auront pas la production de qualité en volume au bon coût, et donc l'ensemble des opérateurs de data centers iront dans d'autres pays, au regard, comme on l'a dit, d'autres avantages qu'ils y trouveront pour avoir une production informatique de qualité en volume. Et donc, attention, si nous n'industrialisons pas, nous allons avoir, comme nous l'avons vu, une perte d'industrialisation en France.
Ça, c'est pas très pessimiste, c'est pas très optimiste, là, ce que je veux dire. Des exemples très français, d'accord, pour vous montrer les bêtises de la France. Pont-Art le Passeur, pour ceux qui ont connu, j'ai à peu près connu la fin de vie de Pont-Art le Passeur, une ingénierie de très haut niveau, des innovations mieux que Citroën, d'accord, une incapacité à produire en qualité et en volume. Conclusion, Pont-Art le Passeur, mort, terminé. Avant la mondialisation, très loin avant la mondialisation, donc la notion d'industrialisation et la compétitivité liée à ça, c'est un élément critique nécessaire au marché. Un autre exemple, et je l'ai vécu, puisque j'ai acheté, en y croyant, une de ces motos-là, et qui a fini dans une poubelle, Vauxhall, c'est très récent, Vauxhall, pareil, une ingénierie superbe, un moteur parfait, une production minable. Une moto incapable de faire plus de 500 km sans avoir un problème. Voilà. Ça s'est connu, après 2 reprises, Vauxhall, arrêté, fini, un raté industriel sur justement l'industrialisation qui consiste non pas à concevoir le produit, mais à le mettre en volume de façon répétitive dans une qualité donnée. C'est très simple ce concept d'industrialisation. Ce qui est dit là, c'est que les services informatiques, s'ils ne font pas cet effort d'industrialisation, vont se retrouver dans une non-compétitivité et par là, certains mourront de la même cause que les précédents sont morts, simplement une incapacité à bien produire. Vous pouvez avoir toutes les technologies modulaires, les blabla, les adaptations et ainsi de suite, qui sont des éléments qui facilitent peut-être la production. Mais si ce n'est pas encadré, quand je vois la notion de dire « ouais, 48 heures avant, vous êtes capable de me commander 200 kilowatts », je veux dire, un industriel, il sait au moins 3 à 6 mois à l'avance, dans son cadre-plan, qu'est-ce qui va se passer. L'informatique, on admet que du jour au lendemain, on va avoir comme ça 200 kW qui apparaît, et il faut que, et on contraint l'ensemble de nos fournisseurs à être capables de fournir justement à 200 kW, parce qu'on est incapable de faire un cadre-plan. C'est choquant, très sincèrement, pour un ingénieur de production comme moi, c'est absolument inadmissible. Je les remercie de faire tous les efforts au regard de cette incompétence, qui va permettre peut-être de bypasser l'incompétence. Mais ce n'est pas le bon correctif. Le correctif, c'est un ingénieur de prod qui fera ce qu'il faut. Donc il faut trouver de nouvelles bonnes pratiques qui sont liées à ce processus d'industrialisation. ITIL est un élément intéressant, mais ITIL n'est pas un élément d'encadrement d'industrialisation. ITIL est un référentiel de bonnes pratiques au regard des différentes activités qui doivent être mises en œuvre au sein d'un data center pour correctement opérer une informatique. Et je viens opérer, c'est-à-dire avoir du service desk, avoir un certain nombre de choses, mais ce n'est pas la productivité qu'on regardera. ITIL ne s'occupe en aucun cas de la productivité et donc de l'industrialisation du data center. Donc au-dessus d'ITIL ou à côté d'ITIL, un cadre de processus intéressant, il va falloir mettre effectivement cette ingénierie de production qui complétera effectivement les pratiques mises par ITIL par une véritable connaissance d'ingénierie de production. L'autre chose qui me choque aussi le plus souvent, c'est la supervision d'exploitation. Je rentre dans un data center, je parle de production IT, je ne parle pas de bâtiment par lui-même. Le bâtiment est une chose restreinte et réduite au regard de la production IT. C'est la supervision d'exploitation. Quand je regarde les tableaux de bord, la quantité d'outils, les éléments non concertés entre justement l'ensemble des défaillances et le risque associé à ces défaillances, c'est une catastrophe. Il y a 36 outils dont on est incapable de faire une cohérence d'exploitation et qui donnent effectivement les bonnes analyses de ce que sont la vraie performance, les vrais coûts, et donc par là, l'ensemble des éléments d'amélioration de ce que pourrait être la productivité, donc la compétitivité d'un data center. On est encore sur du basique, marche pas. Ce n'est pas un principe d'industrialisation qui consiste à dire optimiser, efficient, qualitativement compatible. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout le même langage, pas du tout la même approche. Ça implique d'avoir une ingénierie de production qui n'existe pas encore chez nous, en France, parce que je peux vous dire qu'elle existe ailleurs, on verra ça à la fin, qui donc met en place des formations, met en place donc des processus, et va outiller l'ensemble de ces processus au regard de l'industrialisation. Juste pour votre information, et ceux que ça intéresse,
je fais donc la semaine prochaine le premier cours Management des opérations du data center pour expliquer ce que c'est qu'une gouvernance, qu'est-ce que c'est qu'un PAQ, comment traiter les processus au regard de l'industrialisation, et donc changer un peu le discours auprès des personnes qui viennent prendre cette formation, dont la première formation est la semaine prochaine, c'est le rôle du CESIP, d'essayer de donner un élan là-dedans. Comme je l'ai dit, ITIL, une très bonne base, avec la particularité que ITIL n'est pas réservé à des silos techniques. Pour que ça fonctionne bien, une industrialisation, c'est sur la globalité des acteurs de la production de l'informatique et la coordination de l'ensemble de ces acteurs dans un schéma directeur de production à travers des personnes qui ont la responsabilité de cette production. Donc ITIL c'est une bonne base, qui va permettre de structurer des choses communes à l'ensemble des silos métiers, mais derrière, il faut y mettre une organisation, donc via le PAQ, qui va traiter l'ensemble des liens qui relient l'ensemble de ces métiers. Ce n'est pas obligatoirement très compliqué, une gouvernance, c'est la mise en place d'une organisation. Ce qu'il faut, c'est reconnaître les silos, c'est accepter qu'il y a des modes d'organisation. Là, je ne vous mets pas tout, parce que c'est un peu plus compliqué, le diagramme opérationnel d'un environnement informatique, mais c'est surtout accepter le fait que la production sera sous une direction opérationnelle. Aujourd'hui, le DSI, très méchant encore, se mêle trop des opérations. Le DSI, son obligation, c'est le développement des métiers, le développement des opportunités qui vont permettre effectivement d'avoir de la nouvelle valeur ajoutée. Puis après, comme ça l'est pour toutes les industries, une fois qu'on a une nouvelle idée, qu'elle a été développée par elle-même, qu'elle est capable de passer en production, on la met dans un organisme de production. Et donc on a une direction opérationnelle qui prend le relais et qui va en même temps essayer de moderniser, de faire communaliser un certain nombre d'investissements, et pas comme je le vois encore, et heureusement que le cloud fait, et la partie donc, des machines virtuelles fait changer un peu l'aspect des machines, mais je vois encore 5-10 plateformes système hardware dans les data centers, parce qu'on a dit que pour ça c'était mieux, pour ça c'était mieux, pour ça c'était mieux, et donc par là, chacune ayant un faible taux d'utilisation, on se retrouve avec un global qui n'est pas très efficace, alors que s'il y avait une ingénierie de production, comme on le fait classiquement, on essaierait de produire sur des machines qui en ont la disponibilité, c'est-à-dire qui sont capables de produire et qui aujourd'hui ne sont pas saturées en production. C'est le BABA d'un ingénieur de production, c'est où est le moindre coût, où est le moindre coût pour une qualité donnée sur le volume donc attendu. Une autre forme donc, de positionnement de l'organisation, c'est surtout, je ne sais pas si ce machin fonctionne, la mise en place de comités de production ou de coordination, des groupes de travail. Ce qui se passe pas bien dans les DSI, c'est la coordination de l'ensemble des acteurs. Chacun est dans son coin, chacun fait ce qu'il a à faire, très bien, mais l'ensemble de ce qu'il va mettre en production n'a pas de coordination. Et donc par là, le déploiement de l'informatique est hétéroclite, hétérogène, non productive et en aucun cas financièrement intéressante au regard de cela. Donc, réinventer du système de coordination via des groupes de travail sur les infrastructures, des comités de production, des comités de coordination, des choses standards dans d'autres industries de production. Comme je le dis, ça ne sera pas un chemin facile, parce que c'est tout nouveau, c'est pas beau, c'est pas dans le métier classique, et que par là, donc, il va falloir changer un certain nombre d'embauches ou un certain nombre, je dirais, de directions au niveau de la production informatique. Et donc, ça va modifier le système d'organisation, ça va modifier les obligations métiers au regard de ce que la partie développement et de ce que effectivement la partie production. Passerait, il faudra passer par un certain nombre de phases, ce qu'on appelle donc la maturity model ici, et donc on voit effectivement initial, juste des fondamentaux, jusqu'à effectivement donc très maîtrisé, et l'intérêt est donc d'avoir un plan de maturité, donc là aussi, où on explique ce que c'est ces différents niveaux de maturité, et savoir passer dans les chemins les plus essentiels, et ne pas faire tout de suite des éléments très compliqués, parce que la maturité de l'entreprise, la formation des compétences ne sont pas là pour aller immédiatement à un niveau 5, optimisé, maîtrisé. Le rêve de tout le monde, bien sûr, le faire et le vouloir sera effectivement une perte d'investissement et un fiasco. La dernière diapositive, pour rappeler, malheureusement nous sommes français latins, et donc nous avons en Europe deux environnements qui travaillent l'industrialisation de façon très différente. L'Allemagne, les pays nordiques, on vous a parlé de la Hollande, les Anglais, sont des gens qui ont maintenu une maîtrise de leur industrialisation et qui
qui sont encore donc, des pays exportateurs de produits finis. Voilà. La France, l'Italie, là encore un tout petit peu, mais c'est en train de se dégrader, et l'Espagne sont des catastrophes d'industrialisation, alors que nous avions ces compétences-là il y a 30 ou 40 ans. Mais elles n'ont pas été effectivement maintenues. La modernisation et l'investissement relatif à ce qu'est l'industrialisation n'a pas été fait, n'est plus fait. Et donc, je suis très soucieux, effectivement, de l'industrialisation de nos data centers en France. Si nous, et le CESID se veut être un moteur de cela, ne prônons pas cet élément d'engagement d'industrialisation, eh bien, nous aurons à terme une bonne partie de nos data centers qui ne seront pas compétitifs. J'espère que je ne vous ai pas enquiquiné avec une présentation un peu complexe, un peu en dehors du sujet, bien que le sujet, c'est qu'est-ce que seront nos data centers en 2020. Soit ils seront industrialisés et ils continueront à être opérés, soit ils ne seront pas industrialisés et ils seront malheureusement, par défaut de compétitivité, obligés de fermer leurs portes. Merci, je crois que je suis, sauf si vous voulez poser des questions. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le CESID, il y a un programme de formation sur le CESID qui incorpore certains de ces éléments-là pour professionnaliser effectivement le monde du data center en France. Donc mettez-vous sur CESID.fr et vous aurez donc les plans de formation dont encore on fait évoluer l'ensemble des contenus pour aller maturer de plus en plus une compétence française. C'est notre objectif, notre intention. Et merci de nous accompagner là-dedans, parce que la CESID fort peut aider effectivement la France à avoir dans ce domaine du data center quelque chose d'un peu plus moderne à travers vous tous. C'était la dernière session. Merci encore à moi. Pardon, j'ai une question, oui. Oui, la plupart des principaux acteurs de l'hébergement sont une présence pan-européenne, voire mondiale, avec souvent des sièges aux Pays-Bas ou en Angleterre. Donc on peut penser que l'organisation des data centers en France fonctionne sur les mêmes principes que ceux de l'Alexander ou des autres data centers européens. Donc que peut-on tirer comme conclusion au niveau de ce que vous venez de dire? Alors je vais vous répondre avec deux éléments qui permettent de traiter la question. Le premier point, c'est que l'hébergeur n'est que le bâtiment. Il n'a pas encore la prod informatique en responsabilité, et donc il ne s'occupe que de fournir des prestations de ressources électriques, climatiques à l'ensemble des personnes qui sont là. Donc on n'est pas dans l'industrialisation de l'informatique elle-même, sujet dont j'ai débattu. La première des choses. La deuxième des choses qui m'a étonné, parce que j'ai posé cette même question aux hébergeurs, et vous demandez à Telecity, Telehouse, Interaction, et ainsi de suite, chaque pays fait ce qu'il veut. Et donc, quand vous regardez le système d'opération d'un Telehouse en France, il n'est pas le même que celui qu'il y a en Netherlands et pas le même que celui-là qui est en UK. Donc, oui, ces gens-là n'ont pas justement cette maturité de production mondiale qui fait que, au regard d'un objectif que serait l'objectif d'entreprise, l'ensemble des sites et l'ensemble des couvertures géographiques seraient harmonisés suivant des principes d'industrialisation communs. Bien, donc on va fermer l'ensemble de cet événement. Je ne sais pas si Marc voulait faire une petite conclusion ou pas. Vous pouvez aller voir Marc rapidement pour lui permettre de... Alors, un des points, je n'ai pas voulu trop discuter ici, c'est que l'ensemble des outils pour les opérations d'un data center ne sont pas bons non plus. Quand vous voyez une GMAO, qui est quand même l'outil de maintien en condition opérationnelle des lots techniques, que ce soit une GMAO de la production informatique, les besoins de maintenance des équipements IT, ou que ce soit une GMAO, donc gestion des maintenances assistées par ordinateur de l'ensemble des installations techniques, ces GMAO sont des micro-modules qui tournent tout seuls dans un coin. Ils ne sont pas liés à une supervision technique ou GTC, ils ne sont pas liés à un système de planification de l'ensemble des activités. Et on trouve effectivement donc un élément clé pourtant de la disponibilité, qui est le maintien en conditions opérationnelles, c'est ça la disponibilité, qui à travers l'ensemble des défaillances ou des non-fonctionnements ou des dysfonctionnements doivent être corrigés au plus vite. Voilà. Souvent, on va s'apercevoir que cette partie-là, ça a été sous-traité aux gens du bâtiment, qui, eux, n'ayant aucune connaissance de la condition informatique, ont fait des suivis qui sont liés à des mots techniques qui n'ont rien à voir avec la
genre de bêtises. Hein. Donc une GMAO à côté de la plaque, une supervision technique à côté de la plaque, des DCIM qui ne font que de la configuration 3D à côté de la plaque. Hein. Et donc il faut réinventer, je suis désolé, hein, l'ensemble de ce que sont effectivement le pragmatisme d'industrialisation, les outils qui vont permettre donc ensemble de se marier, puisqu'il y en aura plusieurs, hein, faire en sorte que nous avons une véritable industrialisation du data center. Bon, moi j'ai des petites choses dans le tiroir, j'y travaille, mais ça l'année prochaine, ce n'était pas l'objectif de cette session hein, de les présenter du tout, mais c'était de positionner le fait que nous sommes très en retard dans cette obligation de productivité hein, et de compétitivité. Marc. J'avais juste une petite remarque, Frédéric. Non. Vas-y. On parle d'industrialisation et des silos. Je pense que c'est une erreur de conserver les silos. On est sur la convergence aujourd'hui. Le data center, c'est numérique. Donc, à un moment donné, on parle de silos, de revenir à des idées de silos, mais je ne suis pas persuadé. Il ne faut surtout pas revenir à des silos organisationnels. Il faut admettre qu'il y a des métiers. D'accord ? Mais chacun de ces métiers participe à le grand lard de la production informatique. Hein, et ils doivent effectivement se synchroniser et avoir, au regard de tout cela, hein, un seul objectif commun, qui est la production informatique. Ce qui n'est pas le cas toujours. D'un côté, tu as le réseau, d'un côté, tu as les services généraux, d'un côté, tu as les gens des plateformes hardware, puis tu as des gens du middleware qui apparaissent avec ce genre de choses, puis après, tu as la DSI avec leur gars qui amène un nombre de matos qui n'est pas du tout adapté aux particularités du data center. Voilà. Oui, à toi de finir. Je ne voulais pas avoir le dernier mot, je pense qu'il t'appartient. Tu avais bien le dernier mot, c'était parfait. Alors, si, juste un petit point, parce que Denis Dumont, là, il a dit un mot qui devient grave et très embêtant pour tous les opérateurs de data center. C'est le mot usine. Alors, pour votre info, il y a quand même des gens, vous savez, à Bercy, qui n'ont rien à foutre que d'analyser ce que disent les uns et les autres. Et ils sont en train de penser à taxer tous les opérateurs de data center. Alors, s'il y en a dans la salle, merci. Parce que quand on change, si on met le mot usine, ça veut dire un type de taxation différent que celui d'opérateur de data center. Et je connais certains opérateurs qui ont mis 2 ans à se battre avec les fonctionnaires de Bercy pour leur expliquer qu'ils n'avaient pas des vraies usines au sens où on produit un bien matériel, mais qu'ils avaient des salles informatiques où on ne produisait pas un vrai bien au sens d'une voiture, un stylo ou je ne sais quoi. Donc méfiez-vous quand même du mot usine. C'est pour ça que je n'ai utilisé le terme d'ingénierie et l'ingénierie d'industrialisation. Voilà. Ça peut vous amener des problèmes et parfois donc 2 ans de dispute avec les fonctionnaires de Bercy pour un opérateur dans le Nord. Quand il voit lui le mot usine, il craque le malheureux. Alors ma conclusion, c'est déjà de vous remercier tous d'avoir fait l'effort de vous déplacer. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Je vous invite à aller au cocktail qui va se dérouler immédiatement dans l'espace du Zodiac. Et puis je vous dis aussi à l'année prochaine, j'espère, plus nombreux. J'espère que ça va se calmer un petit peu nos malheureux événements. Là. Je n'aime pas les minutes de silence parce que je ne suis pas content à ce moment-là, mais le cœur est net, on va dire. Et je vous invite à aller prendre une petite coupe de champagne tout de suite. Et rendez-vous le 24 novembre dans ce même lieu pour la nouvelle édition qui va s'appeler le Data Center au cœur de la ville. Merci bien.